Je pense que les marques vont être capables de sauver énormément d'argent dans les prochaines années grâce à l'intelligence artificielle. Déjà en France, là, quand tu fais plus que 10 000 $ par mois, tu fais partie du 1%. Paid ads et organique ensemble fonctionnent. Mais si tu fais que du paid ads, c'est tough d'être profitable. Je reprends les mots de Alex Hormozy. When scaling, it's about doing more or better. Never new. Tout ce qui est crypto, trading et autres, c'est des affaires que tout le monde peut faire. Les gens veulent des leads, ils veulent des appels, ils veulent des ventes, ils veulent un meilleur closing rate. C'est ce qui intéresse le monde en général. Demain, je vais voir Cristiano Ronaldo. Il va me dire, Anthony, what's up? Let's do a podcast. Il va aller sur mon Instagram. Il va juste français. Give people what they want, puis après ça, va livrer what they need. Aujourd'hui, j'ai avec moi Justine dans le podcast Le 1%. Je le répète, dans le 1%, on n'emmène que les top entrepreneurs dans leur industrie et surtout dans le digital. Alors, Justine, pourrais-tu nous dire qui tu es? Oui, bien, premièrement, merci de m'avoir ici. Moi, c'est Justin. J'ai paidadvertising.com, en fait, qui est une entreprise où on fait de la publicité en ligne pour les infopreneurs et les e-commerçants. Ça fait environ 4 ans et demi maintenant que je fais ça. Donc, on fait de la pub vraiment sur Facebook, Google, TikTok. On dépense grosso modo là, 15 millions par année, puis on génère environ 30 à 40 millions par année pour nos clients. Puis, on va pouvoir en parler tantôt également. Je collabore avec Iman Gadi pour ce qui est Digital Launchpad et tout ça. Donc, j'ai mon propre programme avec lui. Voici un peu ce que je fais. OK, so Justin, c'est quoi qui t'a poussé en fait d'aller te spécialiser dans le e-commerce? Est-ce que c'est vraiment spécialisé dans l'e-commerce ou? Je fais aussi, en fait, on fait de la publicité e-commerce, mais aussi les infopreneurs. Donc, je fais vraiment les deux. Je te dirais 50-50 quand on regarde la clientèle. Qu'est-ce qui m'a poussé à me spécialiser là-dedans? Au départ, moi, j'ai commencé l'agence en 2020, qui était au tournant, en fait, avec le COVID. Et donc, dans le temps, je voyais le trend, en fait, qu'il y avait beaucoup de gens qui se lançaient en e-commerce. Puis, au Québec, précisément, c'est là que j'ai eu mes premiers clients. Aujourd'hui, j'ai très peu d'accent anglais, mais dans le temps, c'était pas la même chose. Puis, je me disais que j'allais être plus à l'aise de travailler avec des clients ici. Puis, je connaissais, en fait, beaucoup de gens, ou du moins, je voyais beaucoup de personnes qui avaient des boutiques sur rue ici, qui fermaient leurs portes, qui allaient commencer, en fait, à vendre en ligne. Et donc, c'était un peu mon angle. J'envoyais des cold emails, en fait, aux gens, puis je leur disais, hey, tu as changé ta boutique vers le digital ou en ligne, tu commences à vendre en ligne parce que tu n'as pas le choix, je vais faire tes pubs. Ça a bien marché. Je veux dire, ça a été, je pense, une question de timing. Mais ouais. OK. Donc, du coup, en fait, tu t'es rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient dans l'e-com, comme ici un peu Chabanel, exemple. Exact. L'industrie, il y a beaucoup de personnes qui étaient dans le fashion et autres. Ouais. Et là, tu as vu l'opportunité comme quoi, OK, là, maintenant, tout le monde va vers le digital. Donc, je vais vraiment me concentrer encore plus sur ça et pousser ces personnes-là à aller. Exact. Ouais, puis comme je te disais tantôt, j'ai même un ami qui était ici dans le building, là, juste à côté. Donc, c'est exact. Là, j'avais comme ça. Je voyais ce trend-là, donc je me décidé de me lancer là-dedans. Et toi, en e-commerce, tu as déjà généré pas mal de revenus dans tes projets personnels aussi? Drôlement, j'ai jamais roulé de boutique pour moi-même. Donc, j'ai toujours fait de la publicité pour les autres. En fait, j'ai pas encore eu mes boutiques. J'ai mon propre infoproduit maintenant, donc ça me permet en fait de voir l'autre côté de la médaille. Mais en tant que tel, pour mon propre business, on doit être à 2,5, je te dirais, millions depuis 2020. Ça a vraiment plus augmenté dans les dernières années. Puis, comme je te disais tantôt pour nos clients... 2,5 millions par année? Non, total, depuis 2020. Donc maintenant, présentement, on est à 110 000 par mois environ. 110 000 par mois? Ouais, donc ça a vraiment ramp up là, depuis, je te dirais, 1 an et demi surtout. Et pour le 110 000 par mois, est-ce que tu mets beaucoup en publicité ou c'est vraiment beaucoup plus en organique? Beaucoup d'organique, mais je mets environ 10 000 par mois en publicité. Donc 6 à 10 000, dépendamment des mois. Pas tant plus que ça. Je te dirais la majorité de la croissance provient organiquement. Donc moi, c'est gros YouTube, là, je te dirais, c'est 80% de l'acquisition. Instagram en deuxième. Yo, tu fais un x10 en fait. Ouais, c'est un peu la méthode de Charles qui disait. 10x. Parce que tout le temps, Charles, il disait, tu dois faire un x10. Ouais, 100%. En passant, quand je parle de Charles, il est dans le podcast Le 1%. Charles Ackman, dans une des épisodes, il parle justement des ventes, etc. Ouais, non, il est bon, Charles. Mais OK, donc c'est du x10. Et qu'est-ce que tu dirais à une personne qui n'a pas encore fait de media buying et qui veut se lancer dans l'infoproduit ou dans le e-commerce? Parce que beaucoup de personnes veulent se lancer dans les boutiques, mais qui ne connaissent pas forcément le media buying. Ben, honnêtement, aujourd'hui, je parlerai moins de media buying, je parlerai plus de l'aspect créatif de la chose, parce que je pense que je vais parler de Meta, qui est, je te dirais, où 80% de notre ad spend est dessus présentement. Il y a très peu de choses à faire d'un point de vue media buying maintenant. C'est assez automatisé. Je veux dire, ils te poussent et ils te forcent de toute façon à aller broad avec tes audiences. Puis quand je dis ça, ben, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu ne vas pas cibler des intérêts. Tu leur dis vraiment, en fait, je veux quelqu'un qui est, par exemple, 25-35 ans, qui est une femme, puis qui habite au Canada. Donc, c'est assez large. Le reste, c'est Facebook qui va venir te trouver, en fait, la bonne audience en allant analyser le message qui est dans ta pub. Donc, je te dirais,
si t'es pour te lancer maintenant en publicité, vas-y pas dans le media buying, vas-y avec l'aspect créatif, vas-y, apprends en fait plus du copywriting pour pouvoir faire des bons scripts. L'argent est là. C'est là le problème. Le copywriting, moi, même là, je dois faire des ads et autres, puis pour trouver un bon copywriter, that's not easy, c'est pas facile. Hein. C'est difficile, mais je pense que ça te montre justement ce qu'il y a à apprendre. De dire, media buyer, il y en a plein. Là. Plein de gens qui sont capables d'aller faire tes campagnes, de les planifier, de les lancer, de mettre ton pixel. Mais l'argent n'est pas là. Tu es capable d'avoir un VA maintenant qui va faire ça pour très peu d'argent. Donc, je te dirais copywriting. Parce que ChatGPT, c'est bon pour l'utiliser et autres, mais j'ai l'impression que c'est devenu trop... Est-ce que toi, par exemple, au niveau du copyright, tu peux utiliser ChatGPT ou c'est vraiment écrit manuellement? Parce que j'ai l'impression que ChatGPT, ça devient trop... je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si on dit c'est du ChatGPT maintenant. Ouais, exact. Ben, je le vois, puis en tout cas, ça va peut-être sonner justement en anglais corny ce que je vais dire, mais je le vois comme une baguette magique dans le sens où c'est pas nécessairement la baguette, c'est le sorcier derrière. Là. Donc, avec ChatGPT, ou moi, j'utilise principalement Claude.ai pour tout ce qui est copywriting. Je trouve que la génération de texte est pas mal meilleure avec ça. Je te dirais, c'est un outil dans le sens où on l'utilise majoritairement pour ce qui est la recherche, puis on l'utilise pour générer une première version des scripts habituellement, mais c'est retravaillé après ça à la main par un humain. Donc, ça te prend quelqu'un qui comprend fondamentalement le copywriting, puis qui comprend les résultats, en fait, qu'il souhaite atteindre avec, que ce soit Claude ou ChatGPT, pour après ça aller le modifier. Parce que sinon, ben, comme tu le dis, ça va sonner assez général. Puis en anglais, tu as tellement de mots qui reviennent avec le AI, le embrace, unveil, tout ça, c'est des mots qui... Tu le vois quand c'est un script qui a été généré par du AI, donc ça te prend quelqu'un qui peut le retravailler. Il y en a qui vont dire, je vais te montrer comment tu peux, avec ton business, de faire en sorte que tes clients deviennent une machine à cash. Simplement, en fait, c'est des mots tellement... c'est tout cordé, puis tu remarques que tout le monde se met à avoir les scripts assez similaires, donc ça te prend quelqu'un qui peut retravailler. Mais recherche puis structure globale, je te dirais... Le AI est bon pour ça. Là. Un bon copywriter va être capable d'avoir plus de clients maintenant et être capable d'automatiser plus de son job, mais il a quand même besoin de le faire. OK. Là, maintenant, j'ai vu que tu as justement une relation avec business avec un des top connus de l'industrie, Iman Gadzhi. Yes. Pour ceux qui ne connaissent pas Iman Gadzhi, c'est un infopreneur qui était aux États-Unis, qui est maintenant à Dubaï, qui a révolutionné un peu tout ce qui est le fait de créer des agences pour son business. So, comment toi, la relation s'est faite avec Iman Gadzhi? Ouais, ben, en fait, elle a commencé comme une relation étudiant-mentor. Moi, c'était mon premier mentor il y a plusieurs années. Donc, justement, en fait, début 2020, c'était le premier programme que j'ai acheté, il venait d'Iman. Puis, dans le temps, ben, il était vraiment pas aussi gros qu'aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup plus de one-on-one avec les étudiants. Donc, j'y ai parlé quand même plusieurs fois sur des Zooms ou peu importe. Et puis, bon, après ça, j'ai pick-up avec ma propre agence. J'ai arrêté ces programmes. Ça a donné quand l'année dernière, j'essaie de penser, 2023, j'étais à Cape Town, en Afrique du Sud, alors qu'il y était lui aussi. On s'est rencontrés dans un club, on a parlé un peu, party, c'était le fun. Puis après ça, 3 mois après, il ouvrait un poste, si on veut, de coach de son côté pour son entreprise, avoir quelqu'un qui avait déjà une agence, qui avait déjà du succès, puis qui pouvait après ça aider avec un appel par semaine ses étudiants avec tout ce qui est media buying puis ads. Donc, j'ai appliqué, puis j'ai eu le job. Donc, j'ai fait ça pendant 9 mois. C'était vraiment à coup d'un appel par semaine. Puis, par la suite, en fait, drôle d'histoire, là. J'étais en train de faire une sieste, c'était le 3 janvier 2024. Et je me réveille, il me follow sur Instagram, il m'envoie son numéro, il me dit « Texte-moi sur WhatsApp ». C'est comme « OK ». Je le texte, puis là, il me dit « T'es-tu disponible pour un Zoom ?» Je l'étais pas, mon après-midi était tout booké, mais j'ai fait « Oui ». Oui. Là, il me dit « OK, je t'envoie un lien ». Puis là, on a hop sur un Zoom ensemble. Puis c'est là qu'il commence à me parler parce que, faut dire, j'étais pas rémunéré pour faire le coaching dans sa compagnie Educate au départ. Mais moi, je l'ai fait, puis je continue à dire à plein de gens aujourd'hui de... peu importe à quel niveau que tu es, choisis les opportunités que tu vas continuer à faire gratuitement. Je pense que c'est toujours bon de faire du travail gratuit, mais commence à les choisir plus que tu grandis. Puis c'en est une que j'ai choisie parce que je me suis dit ça pouvait ouvrir des portes. Puis comme de fait, en fait, à travers ces 9 mois-là de coaching, moi, j'envoyais à l'interne plein de recommandations. Leur dire, hey, voici toutes les questions que j'ai qui reviennent des étudiants. Voici tous les changements que je ferai au programme à l'interne. Voici tout ce que j'améliorerais. Puis, encore une fois, j'avais rien en retour pour ça, mais je me disais, ça va pay off un jour. Puis, comme de fait, cette journée-là, il se met à me remercier pour certaines, justement, là, des recommandations que j'ai faites. Là, il se met à me poser des questions pendant une 30-40 de minutes. Puis, je commence à voir qu'il veut faire une nouvelle version du programme. Et puis, à la fin, ben, il me dit,
je sais que c'est short notice, mais si je te dis que dans 3 semaines, tu viens à Dubaï, je te donne toute mon équipe, puis je te donne tout le setting, le matériel, et tout Airbnb que tu veux, puis vraiment, tu fais un programme de A à Z, est-ce que tu peux le faire? Oui, of course, 100%. I'll be there. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment passé, j'ai mis tous mes plans que j'avais pour la nouvelle année de côté. J'ai passé tout mon mois de janvier, en fait, à bâtir un programme. Puis, j'ai passé une bonne partie du mois de février à Dubaï en personne avec lui et son équipe pour enregistrer le programme. Donc, ceci étant dit, c'est pas mal là que je te dirais que la relation a vraiment débuté là, avec lui. Ouais. Et c'est comment de bosser avec Iman Gadzhi? Ouais, ben, je te dirais, en personne, il est similaire de ce qu'il y a en ligne. Je te dis un peu énigmatique, un peu réservé quand même comme personne, mais ça le rend humain parce que je me dis, tu sais, on a presque le même âge, lui et moi. On a 1 an de différence. Puis, quand je vois ça, je me dis, il a de l'air jeune quand tu le vois en personne, dans le sens que c'est un jeune comme un autre qui a eu du succès avec son business. Puis, je trouve que, pour moi, personnellement, ça rend ça plus atteignable. Quand tu vois ça, tu te dis, il a le même âge que moi, on n'est pas différents en tant que tel. Mais c'est quelqu'un d'exigeant, définitivement. C'est quelqu'un aussi de très, très occupé. Tu le vois, behind the scenes, il y a tellement d'autres projets qui ne parlent pas nécessairement out there, puis il est tout le temps sur des appels. Chaque opportunité, que ce soit en auto ou aller aux toilettes dans un restaurant vite, il est tout le temps sur un appel ou en train d'envoyer des voice memos. Fait que non, le gars, il travaille fort, sérieusement. Et toi, tu as quel âge en passant? Moi, j'ai 23 ans. Wow, vous êtes une génération folle, là. Fabrice, 24, 23, 23, c'est fou, là, quand même, la génération. Ouais. Tous des jeunes qui font déjà plus de 100 000 $ par mois à 23 ans, c'est intense, là. Ouais. Non, ça doit inspirer les gens qui nous écoutent. Ben, j'espère, définitivement. Ok, c'est vraiment intéressant. Du coup, en fait, Dubaï, Montréal, comment tu vois ça? Parce que moi, en voyant ça, je pensais justement que tu étais parti à Dubaï. Est-ce que c'est quoi que tu vois la différence entre Dubaï et le Québec? Toi qui as vu le Dubaï de haute standing, là. Ouais, non, exact. En fait, moi, j'ai vu un Dubaï, proper Dubaï, là, dans un sens de dire, Iman, j'avais son chauffeur et je peux aller n'importe où. C'était vraiment... c'est un autre niveau de Dubaï. Donc, on va pouvoir peut-être en rentrer tantôt, là, mais je te dirais que Dubaï, je le recommande quand tu as quand même beaucoup d'argent. Puis je me dis, même être où ce que je suis présentement, aux millions par année, je te dirais, je pense pas que ça vaut encore la peine d'être vraiment être à Dubaï. Je me dis, Dubaï vaut la peine quand tu es multi-7 ou je te dirais 8 figures. Parce que, comment dire, la classe moyenne ici versus la classe moyenne à Dubaï, je te dirais que tu vis quasiment mieux que la classe moyenne ici. Les riches, tu as accès à des choses à Dubaï que tu n'as pas accès ici. Donc, en tant que tel, je dirais Dubaï est définitivement bon, mais je pense qu'il y a un certain niveau que, personnellement, je ne crois pas encore avoir atteint pour que Dubaï te donne vraiment la liberté. Tout un exemple que je donne où j'étais au Dubai Mall, puis j'ai acheté une nouvelle valise Rimowa, puis la personne, en fond, au magasin me dit « Oh, would you like us to bring it down to your chauffeur? » Puis là, je me dis what do you mean? C'est quoi exactement qui va se passer? Puis là, elle me dit, ben, dans le backstore, on a des elevators qui vont down jusqu'au parking, puis on peut aller mettre tous tes achats directement avec ton chauffeur. Genre d'affaire que t'as pas ici, là. T'as pas accès à ce genre de service-là ici, tout court. Fait que, comme je te dis, je pense que ça vaut la peine, oui, mais personnellement, je trouve que je n'ai juste pas encore atteint le plan. Mais en fait, tu l'as atteint. C'est parce qu'en fait, Dubaï, tu as 2 types de niveaux. En fait, tu as plusieurs niveaux. Alors, je t'explique. Tu as le niveau Iman Gadzhi où là, c'est next level, c'est le top. T'en as d'autres, c'est encore pire, les Emirates et autres. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui font comme 20, 30 000, 40 000 $ par mois qui vivent très bien. Parce que quand tu regardes la réalité, moi, on m'a toujours dit, j'ai un footballeur que je connaissais, qui est connu, je peux pas donner son nom, qui fait beaucoup d'argent, un footballeur de soccer player. Et il m'a dit, je lui ai posé la question, combien tu dépenses quasiment par mois? C'est vrai que c'est un footballeur, il a beaucoup accès à tout, mais il disait, moi, Anthony, je veux dire, quand on va dans un restaurant qui coûte X montant, on paye tous la même facture. Si tu fais quelqu'un qui fait 20, 30 000 et plus par mois, on va payer la même facture. We're gonna spend the same amount. On va payer peut-être 5, 6 000, on va pas dépenser 100 000, à part certains restaurants. Mais il disait, moi, dans mon compte, comme la majorité j'investis, je laisse dans le mois, dans mon compte, peut-être 20 ou 30 000 pour dépenser. Techniquement parlant, je pense que si même tu es une personne qui est fou dans les dépenses, si tu as entre 40 et 50 000 $ par mois, normalement, tu peux quasiment accéder à la plupart que les autres vont accéder. 100%, c'est vrai. Donc maintenant, c'est sûr qu'il y a un niveau de personnes où là, c'est chauffeur, là, c'est d'autres sphères. Ben, je pense que c'est ça. Tu sais, quand tu me parles de mon Dubaï, ressemble à quoi? Le Dubaï que moi, j'ai vu, c'est le Dubaï Iman. Fait que j'étais avec lui constamment. Fait que de dire, tu sais, j'étais vraiment avec lui puis avec son équipe là, 100% du temps que j'étais là-bas. Donc, tu sais, je te donne un exemple. On avait 2 settings différents pour lesquels on a filmé le programme. Puis, dans les 2 cas,
C'était un two-floor penthouse avec 5 chambres, maid's quarter, genre top floor, tout ça. Puis j'étais seul là-bas. Il l'avait loué juste pour moi. Tu sais, c'est comme... Puis ça, j'étais un invité là, de dire... En tout cas, tout ça pour te dire que je pense que c'est un peu le standard que je me suis mis dans ma tête de Dubaï. Puis je me suis dit, non, je suis pas encore prêt. Ben, tu vois, moi, quand j'étais parti la première fois, j'étais parti avec des amis. OK. Et j'étais parti justement une deuxième fois avec un gros gars aussi qui a mis les standards haut là. Ouais. Adresse Skyview, Dubaï, tout, c'était malade. Et c'est à cause de ça que j'ai vraiment adoré. Ouais. Mais moi, vu que je suis retourné beaucoup, et j'ai été beaucoup, après, j'ai vu aussi qu'il y avait un... tu peux très bien... J'ai vu des gens qui ont beaucoup d'argent à Dubaï, qui sont très calmes. C'est vrai. Ils n'ont pas de chauffeur, mais ils sont très fortunés. Ouais. Par contre, tu sais, quand ils vont sortir et autres, mais ils sont simples. Ça dépend en fait de ton lifestyle. I guess. Ouais, 100%. Tu vois, donc c'est-à-dire que si tu fais 100 000 $ par mois, je veux dire, il y a... Déjà en France, là, quand tu fais plus que 10 000 $ par mois, tu fais partie du 1%. Je te le dis là en France. Interesting, ouais. Alors les Français, la plupart des Français, dès qu'ils vont voir qu'ils font plus que 20, 30, 40 000, la plupart, ils vont s'expatrier parce qu'ils ne veulent pas payer beaucoup d'impôts. Ouais. Alors toi, par exemple, qui fais avec une entreprise plus de 100 000, ça dépend même le profit que tu gagnes et autres, tu dis ça à un Français, il va dire, oh, bah, là, pour lui, t'es riche là. Je veux dire, les gens qui nous écoutent, il n'y en a pas beaucoup qui font 100 000. Non, c'est vrai. Bah, dans notre cercle à nous, du top 1%, beaucoup font 100 000. On ne va pas se mentir. Ouais, non, exact. C'est les goals qu'on veut reach. C'est ça. Ça ne nous choque pas. D'ailleurs, il y a même des gars qui viennent ici qui font des 500-600 000 par mois. Oh ouais, puis j'ai pas de misère à quoi. Il n'y a pas de problème. Mais le truc qui est là, c'est que pour quelqu'un qui va démarrer un entrepreneuriat ou autre, pour lui, il va avoir ça beaucoup. Ouais. Mais nous, on le voit que quand tu commences à avoir des dépenses, tu commences à avoir des équipes, c'est pas tant que ça. Non, tu fais 100 000, ouais, mais tu gardes pas 100 000 dans tes poches, là, de dire. Mais quand même. Mais c'est comme ici au Québec, par exemple. Ouais. Il y a deux niveaux de Québec. Tu as les gens qu'on va voir. Mais c'est vrai qu'ici, c'est beaucoup plus proche, la classe moyenne et la classe un peu plus haute. Vraiment. Mais il y a aussi un autre niveau de Québec. C'est comme à Paris. Paris, tu as le Paris qu'on voit, et tu as le Paris magique, là. Mais et là, je pense que le gap est gros. Trop gros. Ouais, vraiment. Comme tu dis, de dire classe moyenne, puis je te dirais riche ou début, du moins ici, ça se ressemble trop. T'as pas... Et c'est là que je pense que Dubaï vient en compte là-dedans, de dire que je parle de l'accès aux services de tantôt. Ici, classe moyenne versus, je te dirais, début d'être plus aisé, t'as accès pas mal aux mêmes choses. T'as pas énormément de différence d'accès. Dubaï, tu l'as l'accès. Puis je parle juste des exemples comme tantôt de chauffeur ou de quand tu magasines, quelqu'un qui va le porter en bas pour toi. C'est différent. C'est juste, en tout cas, c'est des choses qu'on a pas. Tu trouves que c'est beaucoup plus sécuritaire qu'ici? Ben, tu vois, c'est quelque chose que les gens disent beaucoup. Je pense que j'ai pas été assez là longtemps pour le voir, mais du temps que j'ai été là, j'ai jamais vu une auto de police. J'ai jamais entendu des sirènes. Je comprends pas. J'ai jamais vu, moi aussi. J'ai jamais vu des sirènes. Tu vois, moi aussi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais compris. Je me demande comment ils font pour te contrôler. Écoute, moi, j'habite à la salle, puis de dire, à chaque année, il y a toujours des gunshots qui disent il y a pas loin, ou genre, ils vont trouver un mort dans le parc, ou des choses comme ça. Je veux dire, ça arrive quand même régulièrement, là. Mais là-bas, j'ai jamais vu une auto de police, j'ai jamais entendu de sirène. Donc, ouais, je vais dire ça, là, de dire déjà là, ça fait la différence. Et du coup, toi, est-ce que tu comptes rester au Québec ou tu penses à un moment donné t'expatrier, aller un peu dans d'autres villes? Honnêtement, c'est quelque chose que je pense, je te dirais quand même beaucoup, mais je pense avoir une double résidence, ou du moins avoir passé une partie de l'année ici puis une partie de l'année quelque part d'autre. Ça reste que j'ai ma famille ici, puis moi, un des gros morceaux qui me retenait, ça va faire bientôt 8 ans que je suis avec ma fiancée. On se marie l'été prochain, puis... Félicitations! Merci beaucoup. Puis, on a commencé à sortir ensemble vers la fin de l'école secondaire. Puis bref, elle a pris le chemin traditionnel au début, université, un bac, un 9 à 5. Mais tout récemment, je l'ai mis en connexion avec un de mes clients. Puis elle a commencé à travailler pour un de mes clients. Puis là, maintenant, elle travaille 100% remote. Wow! Donc, c'était pour moi une grosse partie, en fait, quelque chose qui manquait. Puis, qu'on pourrait rentrer là-dedans, mais de dire, on avait eu la discussion à savoir si ça valait la peine qu'elle travaille pour moi ou pour la compagnie. Puis on disait pour la santé de notre couple, on a décidé de faire non, de dire de vraiment séparer ça. C'est un bon sujet parce que moi aussi, on se pose tous la question parce que j'ai des amis à moi où leur femme travaille avec eux. Ouais. Et là, je me pose la question parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on travaille tellement que des fois, j'ai l'impression que si nos femmes elles travaillent avec nous, bah, elles vont vraiment voir le travail comment il est. Puis ça, c'est comme si on va passer plus de temps aussi ensemble. Ouais. Mais d'un autre côté, j'ai peur, je me dis, si tu fais ça, est-ce que... Mais j'ai beaucoup de couples autour de moi. Tu regardes Alex Omozi, Laïla. 100%. Tu vois, donc ça, déjà, ça marche. J'ai plusieurs exemples de couples où la femme travaille dans le business et ça cartonne. 100%. J'en vois aussi, là. T'en as, puis je te dirais que... Je vais te dire la raison pour laquelle moi, j'ai décidé de pas le faire pour l'instant. Je ferme pas la porte pour toujours, mais pour l'instant, je me suis dit... On parle des entrepreneurs. J'ai l'impression que ceux qui ne travaillent pas avec leur femme, il y a deux types d'entrepreneurs. Il y en a qui ont besoin d'une femme qui est
tranquilles, qui les aident à décrocher, à se reposer. Puis il y en a d'autres qui sont tellement bossy au travail, puis sont tellement driven, qui ont besoin de se faire driver à la maison. Ils ont ils ont une femme à la maison qui va les cadrer, qui va leur dire, OK, tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va me permettre de décrocher, de relaxer, tout ça. Puis je me dis, si elle travaille avec moi dans le stade de l'entreprise présentement, son rôle risque d'être important. Elle risque d'être ma numéro 2. Et donc, si moi, je prends off du travail, probablement qu'elle ne pourra pas. Il va falloir qu'elle reste présente pour continuer à faire rouler l'entreprise. Et si elle prend off, ben les deux, on va être stressés parce qu'on va probablement parler de job. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas le faire pour l'instant. Je dis pas non pour toujours, mais pour l'instant, je me suis dit non. C'est une bonne décision. C'est une décision pas facile à prendre, mais je pense que ça se fait naturellement. Il faut laisser le temps le faire. Puis... Là, je le vois dans la transition parce que théoriquement, elle travaille pour mon client, puis on est dans les mêmes canaux de discussion Slack, mais elle est du bord de mon client. Puis c'est comme drôle parce qu'on le fait le overlap un peu. Puis je me dis, vois-tu, je pense que c'est une bonne chose pour nous parce que c'est comme une transition lente vers ça. Elle voit ce que je fais un peu maintenant du point de vue de mon client. Puis fait que je me dis, on commence à toucher dans ces eaux-là, là, puis on va voir ce que ça nous mène. Est-ce que c'est dans le digital aussi? Oui, c'est un client au Québec. En fait, c'est un infopreneur en immobilier. Tu parlais tantôt justement. Donc, bref, on n'a pas nommé de nom, mais quand même un des plus gros infopreneurs au Québec en Mais je veux immobilier. dire, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait du copywriting. C'est quoi qu'elle fait de marketing? Elle fait deux choses. Elle est comme adjointe exécutive de cette personne-là, puis elle fait aussi gestion de communauté, donc toute la clientèle active. Exact, community manager. Ok, vraiment intéressant. Ouais. C'est super cool d'avoir aussi dans le même sphère. Moi, la mienne, elle est plus maintenant dans la création de contenu aussi qu'elle regarde. C'est un peu la tendance. Et du coup, parlons un peu de tes entreprises. Donc, ton entreprise maintenant, donc c'est Ad Engine Scale, c'est ça? Ouais, dans le fond, Ad Engine, c'est, je te dirais, mon côté consulting, c'est mon produit de paidadvertising.com qui est l'entreprise. Donc, nous, côté agence, on a toujours 10 à 15 clients actifs. Puis je me retrouvais toujours avec, surtout avec la croissance des réseaux sociaux de mon côté sur YouTube, on bookait comme 50 à 60 appels chaque mois. Puis je cancellais, je te dirais, comme 80% de ces appels-là. Puis parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour l'agence. Puis je me disais, je dis non à tellement d'argent qui est là, c'est tous des gens qui veulent travailler avec nous, qui veulent apprendre de nous, mais j'ai rien à leur offrir. Et dès là, venu Ad Engine, où dans le fond, on offre présentement, on a 32 clients actifs sur Ad Engine. Puis on leur offre un peu similaire à l'agence, c'est un retainer, c'est mensuel. Tu as un canal de discussion Slack avec moi et l'équipe. Tu as des appels à toutes les semaines. Tu as accès avec tous nos SOP, tout ce qu'on fait à l'interne. Puis, on t'aide à personnaliser justement, je te dirais, ce qu'on a productise. Donc, ce qui est productise, c'est Ad Engine, c'est un cours. Mais après ça, on le fait avec toi de façon mensuelle pour t'aider, que ce soit une agence, par exemple, on va t'aider à gérer tes comptes publicitaires. On va avoir accès à tes comptes. On va pouvoir te faire des looms puis te dire, change ça, fais tel pub, etc. Puis, on a aussi beaucoup d'infopreneurs ou d'e-commerçants. Je te dis, on a comme deux clientèles avec Ad Engine. C'est soit des gens qui débutent, qui n'ont pas encore l'argent pour travailler avec une agence ou investir dans un gros programme, ou au contraire, c'est des gens qui sont après le point d'avoir travaillé avec une agence, qui font, par exemple, notre plus gros client Ad Engine présentement font environ une trentaine de millions par année. Puis, je te dirais, lui, il y a un CMO, il y a un marketing department au complet. Puis, on les assiste à l'interne dans, justement, la direction publicitaire. Donc, tu vois, il y a un problème que j'ai remarqué récemment, que même moi, j'ai dans mon entreprise, c'est, tu as le média buyer. Ouais. Puis, il y a un autre gars qui est entre le média buyer et l'équipe de vente et l'équipe marketing. C'est comme le gars qui pense aux stratégies, donc des ads et tout. Comment ça s'appelle? Parce que c'est comme si tu as le média buyer, tu as la personne au milieu qui doit penser. Parce que le média buyer va te dire, donne-moi les ads, je les mets. Ouais. Est-ce qu'un média buyer, normalement, va être aussi en mesure de te dire, je veux que tu fasses les ads comme ça, comme ça, comme ça, ou c'est pas ça? Parce que de ce que je comprends, c'est qu'il y a des média buyers qui vont dire, moi, je fais juste setup les ads, mais il faut que tu aies une autre personne qui te dirige sur la création des créatives, sur la stratégie. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quoi le problème? Est-ce que normalement, tu dois avoir deux personnes qui font cette chose en une seule fois, ou tu dois avoir deux personnes distinctes vraiment? Ouais, honnêtement, c'est une discussion intéressante. Je suis encore un peu essayé de tester différentes structures. Je te dirais, j'ai commencé, en fait, moi, avec la même personne qui faisait les deux. Après ça, je l'ai splitté, j'ai eu deux rôles. Puis là, présentement, à partir du 1er janvier, je reviens avec la même personne qui fait les deux. Je pense que le media buying, comme on y pense aujourd'hui, c'est trop axé sur l'exécution. Un VA peut faire ça encore une fois. Donc, je te dirais, quelqu'un qui écoute ça, qui dit « Ah, je vais me lancer en media buying », je te dirais « OK, peut-être, mais ça va être une partie de ta job, ça va pas être tout ce que tu vas faire. Donc, on appelle ça un creative strategist. Je te dirais aussi ce qui est l'autre partie. Moi, je regarde beaucoup
l'industrie e-commerce parce que je dirais, ces gars-là qui font du dropshipping ou qui sont en e-commerce, c'est toujours là que je te dirais qu'il y a le plus de compétition et que c'est eux qui doivent innover en premier. Puis après ça s'en va en infopreneuriat. Puis selon moi, après ça s'en va tout ce qui est local business, etc. Puis bon, le marché francophone, on n'en parlera même pas, là, juste de dire, je pense qu'on est toujours 2 ans en arrière avec ce qui se passe aux États-Unis. Mais tout ça pour dire, ouais, ça peut être 2 rôles où tu peux les combiner. Moi, aujourd'hui, j'appelle ça un performance manager. Parce que je me dis, c'est quelqu'un qui gère la performance du client. Que ce soit faire du media buying ou faire la direction créative ou peu importe, au final, c'est d'apporter des résultats au client. Donc, j'appelle ça un performance manager. Donc, toi, tu penses que c'est mieux d'en avoir un qui fait les deux? Ouais. Moi, j'aime mieux prendre quelqu'un, en fait. Je trouve que c'est plus simple de prendre quelqu'un qui a de l'expérience en media buying, puis de lui enseigner, en fait, tout ce qui est l'aspect créatif puis stratégie. C'est ce que je fais à l'interne. J'ai bâti comme un training à l'interne pour enseigner à ces personnes-là l'aspect créatif. Parce que ce qui se passe sinon, c'est que tu vas te retrouver, en fait, tu fais des meetings, puis le média buyer va te dire, ben écoute, moi, j'ai fait, comme on m'a demandé, j'ai fait le target, j'ai fait tout. Par contre, l'équipe de vente va dire, on n'a pas assez de bons leads. Exact. Et après, tu te retrouves au milieu comme... Tu disconnect. Une fois, j'avais trouvé une personne qui faisait les deux, mais c'est tellement... c'est pas facile, hein. Ça se trouve... Honnêtement, moi, je trouve que c'est le... on revient à Alex Hormozy que tu parlais tantôt. Il disait, une agence, souvent, c'est... Tu penses que tu es dans le business client, tu penses que tu es dans le business d'obtenir des résultats. Tu es dans le business du recruiting. Il faut que tu recrutes et que tu saches comment train des gens à l'interne pour être capable, après ça, d'offrir ce service-là. Puis c'est ce qui est le plus tough, je te dirais. Fait que moi, c'est ce que je fais. C'est vraiment prendre des media buyers puis leur enseigner l'aspect créatif. Donc, je te dirais ça, c'est difficile d'en trouver. Il y en a très peu. Puis ceux qui sont bons ont déjà leur agence. C'est quoi, tu penses, que les meilleures étapes ou les steps pour avoir un système de publicité qui scale vraiment à... Parce que tu vois, par exemple, j'avais une personne hier, Alexandre, qui disait que lui, il dépense comme $5 000 de pub par jour. Ouais. Comment tu fais quelqu'un qui nous écoute, qui commence à $100 par jour, pour arriver à scale jusqu'à mettre $1 000, $2 000 par jour? Je te dirais, honnêtement, drôlement, entre 500 par jour à 5 000 par jour, ou même on a des clients présentement à du 30, 40 000 même par jour qu'on va... 30 000 par jour? Ouais, 100%. Là. Puis je te dirais, la structure ne change pas énormément. C'est pas tant différent de un à l'autre. Bon, je vais revenir un peu à ce que tu disais, de dire ça ressemble à quoi le système. À la base, moi, je suis quelqu'un de très logique. Je me considère plus comme un integrator qu'un visionary. Je me considère plus comme quelqu'un qui pense en système. Puis j'ai toujours trouvé que l'aspect créatif, du moins publicitaire, était quelque chose qui n'était pas très systématisé. La majorité des gens avaient systématisé leur media buying, que ce soit avec des bons, tu scales par 20% à chaque jour, peu importe. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. De dire que tu me parlais d'Al-Engine tantôt, c'est d'y aller en fait avec une façon simple de penser à comment est-ce que tu es capable de systématiser ta recherche de marché, ton script writing, puis après ça, comment est-ce que tu es capable de systématiser, de transformer ton script en créa, donc en vidéo, en photo ou peu importe. Écoute, pour le risque de me répéter, il est là ton processus de scaling, dans le sens que trop souvent, ce que les gens vont dire, c'est « Ah, mais j'ai augmenté le budget puis ça marche plus, je suis plus autant profitable qu'avant. » Ouais, mais c'est parce que ce qui se passe, c'est que moins de budget que tu dépenses, moins que Meta, par exemple, a besoin d'aller trouver des gens. Et donc, peut-être que la pub que tu as faite, ton désir, le désir de l'audience que tu viens évoquer dans la pub est juste trop niche. Donc, je vais donner un exemple d'un skincare brand. Je vais avoir le désir, par exemple, je vais parler à une femme qui vit en climat en haute altitude, puis je vais lui dire « Hey, est-ce que tu as des problèmes de peau parce que tu vis en montagne? Bien, achète ma crème hydratante. » Essaie de spend 100 000 par mois là-dessus, c'est impossible. Il n'y a pas assez de personnes qui vont venir raisonner avec ça. Là, je donne un exemple assez pointu, mais le principe est le même. C'est souvent ça ce qui arrive à scale. Fait que les gens, c'est une question de trouver un désir et un angle publicitaire qui va juste être capable de marcher avec les masses. En fait, on parlait de ça hier, mass market. Ouais, mass market, exact. Tu vois, ça, ce que je disais, c'est parce que j'ai remarqué, lui, il parlait de crypto, l'autre parlait de crypto, mass market. L'autre, il parlait d'e-com, mass market. J'ai l'impression que tous les mass market, c'est beaucoup plus simple. Mais moi, j'avais fait un test à un moment donné par rapport pour aider les personnes qui ont une compétence à pouvoir avoir un système pour apposer des clients. À un moment donné, on visait juste au Québec, coach, consultant et prestataire de services. Puis on s'est rendu compte vite que comme on est passé de 100 leads par semaine à comme 10-20 leads là. Ouais, 100%. Tu comprends, là on s'est dit, mais comment ça se fait que tu passes de 200-300 leads par semaine à comme tu retrouves avec 20 leads? Ouais. T'es trop niché là. Non, exact. Puis tantôt, tu as mentionné quelque chose d'intéressant, puis je pense que j'ai une réponse à ça qui est
pourquoi est-ce qu'au Québec, ou pourquoi est-ce qu'à date, il y a beaucoup de gens dans l'immobilier qui font... c'est beaucoup des offres qu'on a ici. C'est parce que c'est mass market. C'est une des offres les plus faciles à aller toucher le plus de gens possible. Tu as monsieur, madame, tout le monde de 25 ans à 55 ans qui est un client cible. C'est n'importe qui peut acheter ton produit. Donc, tu as les marges d'un infoproduit qui sont des très bonnes marges, puis tu as le mass market que tu es capable d'avoir d'un produit physique. Donc, c'est le best of both worlds. C'est pour ça que les gens sont en IMO. Et c'est pour ça que aussi, Alexandre en crypto, il domine aussi parce que, comme, qui veut pas, comme je veux dire, il y en a qui veulent pas, qui sont X par rapport à la crypto, mais je veux dire, tout ce qui est crypto, trading et autres, c'est des affaires que tout le monde peut faire. Ouais, puis hier, tu me disais, tu avais un podcast avec Fabrice qui est en vente. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui teachent les gens maintenant comment partir en vente. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui peuvent devenir un closer ou peu importe. Mais après ça, tu te retrouves. On reparle d'Iman tantôt. Pourrais-tu vraiment faire comme lui, son presque 100 millions avec des cours seulement pour des Québécois sur comment partir une agence marketing? Impossible. Impossible. On n'a pas le marché pour. On n'a pas le marché. Il n'y a pas assez de gens ici. Fait que tu te dis, tu pourrais faire de l'argent, oui, mais c'est pas mass market assez pour venir partir une offre là-dedans. C'est pas mass market assez. Il faudrait vraiment aller plus large comme... limite, si tu es un francophone, aller toute l'Europe, toute la francophonie, etc. Après, c'est sûr qu'en France, c'est pas la même chose. On dirait que les gens ont du mal à payer. Un autre problème que je remarque, c'est que ici au Québec, au Canada, on va dire 5 000, 6 000, 7 000, il n'y a pas de problème. On va dire en France 7 000. Les gens, ils vont pas payer là. Non. Puis, c'est bizarre parce que les deux marchés sont tellement différents. Trop. Même moi, pour avoir travaillé avec plusieurs Français, c'est pas en tout la même chose. C'est complètement différent. Donc, je te dirais... Ouais. Admettons, Iman, il vise qui, lui? Iman quoi? Il vise qui? Qu'est-ce qu'il vise? Il vise toute la... C'est comme... c'est mass market. Mais oui, mais là, je te dirais qu'il y a un pendule qui est en train de swing back. J'ai lu un livre il y a plusieurs années, Reality Transurfing, qui parle de pendulum effects. Puis je te dirais qu'Iman est en train de le faire, puis de prouver ça dans un sens qui... Il y a plusieurs années, il a commencé high ticket. Il vendait des programmes à entre comme 1500 à 8000 $. Puis... par la suite, il s'est dit, pour aller toucher les masses, il faut que j'ouvre. J'ouvre mon audience, je deviens broad, je crée des silos de contenu, puis c'est ce qu'il a fait avec des short-form content pages. Il y en a un qui c'est comme argent, un qui va être plus lifestyle, l'autre qui va être plus fitness, peu importe. Il a vraiment été wide, et puis c'est là qu'il est arrivé avec les low-ticket offers, Digital Launchpad, qui est super bas prix, qui est accessible par tout le monde. Puis on se parlait justement à Dubaï, n'importe qui a blow up sur Instagram ou YouTube, une énorme partie de ton audience est indienne ou quelque chose comme ça, de dire tu as beaucoup de gens dans des pays un peu moins fortunés. Tu peux pas leur vendre un programme à 1500 ou un programme à 3000, ils n'achètent pas. Il faut que tu leur vendes quelque chose de low ticket. Et puis, c'est pour ça qu'il est parti avec Digital Launchpad. Là, il a fait ce move-là. Mais là, tu regardes ce qu'il fait présentement. Puis je dis ça, pas de source interne, je dis que ce que j'observe de façon publique. Il a parti une nouvelle chaîne YouTube, Iman Gadi Business, par exemple. Puis là, il parle de 8-Figure License, qui est son nouveau programme qui vend à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Tu te dis, il retourne back vers la high ticket. Je vois ce trend-là qui, en tout cas, je trouve que tout le monde qui est parti high ticket ont fait low ticket depuis 1 an ou 2 avec leur communauté school ou peu importe. Le monde revient back vers Il a séparé les deux YouTube. Je le vois récemment beaucoup même. Je me pose la question, c'est une bonne idée de séparer un YouTube business et un YouTube lifestyle. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Parce que c'est un nouveau, on dirait que moi, j'ai envie d'aller à un YouTube anglais et un YouTube français parce que j'ai envie de m'ouvrir. J'ai l'impression que j'ai beaucoup de gens que je peux aider dans le monde. J'ai beaucoup d'Africains à Londres et tout, mais ils veulent me suivre, mais j'ai pas. Je suis tenté de prendre les risques de juste dire, you know what? C'est juste beaucoup de travail en plus, mais faire un YouTube anglais et un YouTube français. Ouais, bonne question. Personnellement, c'est drôle que tu me parles de ça parce que je suis en processus de réflexion à savoir si je pars, pas YouTube, mais des chaînes short form en français. Ça, oui. Mais YouTube, du long form, c'est time consuming là, à créer ce type de contenu-là. Donc, je me dis, c'est beaucoup. De son côté, tu sais, il y a un vidéographe qui habite avec lui 24/7. Alex, il y a une chambre dans la maison, il suit partout. Fait que toute sa vie est filmée. Puis, tu me disais tantôt, c'est quoi de travailler avec lui? Moi, je pense que c'est quelque chose que j'ai vu. Il y a beaucoup de choses que j'ai vues de lui que j'admire puis que je me dis, je veux ça. Une des choses que j'ai vues que je me dis... Vois-tu, c'est un sacrifice que lui a pris que je me dis, est-ce que je suis prêt à le prendre? Il est tout le temps dialed in. Son équipe habite dans la même maison que lui. Tu sais, de dire, t'imagines-tu, toi, tu te dis, je veux me prendre une journée off ou whatever, mais tu descends en bas, puis la chambre de ton vidéographe qui est là, ton head of security qui est là, ton head of production qui est... Toute ton équipe est là, puis il te regarde, tu sais, good morning boss, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, tout ça. Tu peux pas, il faut tout le temps que tu sois in. En tout cas, tout ça pour dire...
revenir à ta question, OK, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un deuxième canal? Je pense que oui, que ce soit sur YouTube ou peu importe, mais il faut que tu sois intentionnel avec ça. Puis lui, il est. Quand tu regardes chaque chaîne qui a un certain but, que ce soit de drive du trafic pour une offre spécifique qu'il y a toujours un but. Donc, mais déjà, la première étape que je parlais de YouTube Business et Lifestyle, il y a beaucoup de gens qui font maintenant, qui ont un YouTube que c'est juste lifestyle, les vlogs, et ils font un autre YouTube 100% business. C'est vraiment assis, je parle de business. Donc ça, c'est un truc que j'ai vu. Mais je me demande si tu ne dois pas avoir un minimum dans ta chaîne au moins plus de 100 000 avant de le faire. Je me pose la question, ou tu es capable de, dès le départ, splitter. Ça, c'est une des choses. Et l'autre chose, c'est que nous, on a un problème ici que j'ai toujours pas résolu, que j'essaie de voir justement avec des personnes comme toi. How do we do with the English? Moi, j'ai un accent français when I speak English. It's okay. Mais je sais que les gens me comprennent. Donc, les gens achèteraient quand même. So, je me dis, actuellement, ça me dérange parce que quand je suis à Dubaï, quand je suis partout à Miami et tout, quand les gars ils vont me suivre sur Instagram, ils voient juste du français. Ça crée un turn-off de ouf, ça. Ouais, non, définitivement. Tu crées en fait un... Demain, je vais voir Cristiano Ronaldo. Il va me dire, Anthony, what's up? Oh, you're doing some content, let's do a podcast. Exact. Il va aller sur mon Instagram. Ah, tu peux pas. Il va juste français, Donc là, je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est difficile à dire parce que moi, j'ai fait le contraire dans le sens que j'ai commencé anglais. Puis là, je pense à introduire le français. Puis, je te dis ça pourquoi? Parce que, écoute, même avec le temps, j'ai beau tout faire en anglais. À l'agence, je suis à 60% de mes clients qui sont francophones, puis 40% anglais. Ad Engine, par exemple, c'est presque 90% anglais. Parce que c'est un peu plus mass market comme offre. Mais tout ça pour dire que moi, je me dis ton compte principal devrait être anglais, puis ton compte secondaire devrait être français. Mais si tu as commencé comme quelqu'un comme moi, il y en a beaucoup qui sont bien sûrs qui ont commencé dans le monde... Fais le pivot, puis à un moment donné, j'ai l'impression que ton compte anglais va venir dépasser ton compte francophone. Mais si tu as Instagram, tu as plus de 50, 100 000 followers. Ça va prendre du temps. J'ai pas vraiment de... Je peux pas... Je vois pas... Écoute, les seules façons de venir hijack, je te dirais, tes followers, c'est sans les avoir organiquement, puis sans avoir des bots nécessairement, c'est d'y aller avec du celebrity giveaways, là, qui est ce que beaucoup de gens font. Là, donc, de dire, tu vas voir des pages... je te donne un exemple. Mettons Kim Kardashian qui va venir poster un giveaway sur son Instagram. Elle va dire je vais donner des sacs Louis Vuitton, une Tesla, puis une Rolex, par exemple. Tu as juste à aller dans les commentaires puis suivre les gens qui sont là. Ils le font. Tu peux faire ça, par exemple. Mais c'est pas des... Ils interagissent moins, ces gens-là, avec ton compte. C'est pas des bots, mais encore une fois, c'est pas non plus des gens qui interagissent énormément. Mais YouTube, tu peux monter facilement à YouTube. Surtout comme moi, tu sais, mon YouTube, il est encore autour de 10 000 et plus. J'ai pas de problème. Tu peux forcément refaire un 10 000 abonnés rapidement. Tu vois, c'est pas comme si tu... je suis pas encore à 100 000, 1 million d'abonnés. Donc, je me dis, quand tu es dans le départ, je pense qu'au départ, tu peux ajuster ce que tu as recommencé, tu vois. Mais c'est sûr que... Et même là, j'ai un gars qui a 150 000 abonnés sur YouTube. Il vient de faire une nouvelle chaîne. There you go. Maintenant, la question, c'est quand les gens vont te rechercher sur YouTube, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont tomber sur comme un mix de... Mais je trouve que ça fait beau. C'est ça qui fait aussi ta force. Je pense que c'est pas tout le monde qui est capable de le faire. Non. Tu vois, les anglophones, ils peuvent pas faire ça. Non. Mixer. Regarde MrBeast, par exemple. C'en est un que je trouve qui commence à bien le faire. Ah, mixte? Et il a traduit sa chaîne... En fait, il y a plusieurs versions de sa chaîne en plusieurs langues maintenant, puis ça lui donne un reach mondial. Fait un autre YouTuber, iShowSpeed, par exemple. Speed Life. iShowSpeed, il est trop fort. Man, il fait sa tournée mondiale. Il est en train d'aller chercher une audience, puis d'aller faire... Tu sais, chaque pays qu'il va, il va faire des activités qui sont comme populaires localement, ou manger de la bouffe qui est populaire localement, puis il va venir se créer une audience locale. Puis après ça, tu regardes... je sais qu'il n'est pas dans toutes les langues, mais ses vidéos commencent à être traduites dans plusieurs langues. Donc, tu te dis... Je pense qu'ils peuvent quand même le faire. Ouais, c'est parce que tu te limites. Par exemple, moi aussi, pour finaliser un peu avec ça, aujourd'hui, j'aide les gens dans le personal branding, la création de contenu, à monter des systèmes. Tu sais, je suis un peu... le problème que j'avais, c'est que justement, j'ai beaucoup d'expertise. Et des fois, on va dire que oui, il faut que tu te focuses. Mais à un moment donné, quand tu es devenu bon dans plusieurs où tu as étudié dedans, il n'y a plus de focus là. Tu es bon dans les applications mobiles, je suis bon. Tu es bon dans le personal branding, tu es bon. Tu es bon dans les systèmes. Tu es bon là. Ben, Iman et Hormozy, c'est deux très bons exemples de ça. Là. Iman, il run 2 e-com brands. Il y a un infoproduct. Avec 8FL, 8-Figure License, il repart quasiment une genre de mini-agence. Il y a tout, là. Puis Hormozy, avec Acquisition.com, ils vont pas aider les entreprises qu'avec leurs ads. Ils vont aller aider avec ads, sales, funnels, tout. Fait que je suis d'accord, puis je pense que je suis en train de faire cette transition-là lentement en ayant vu tellement de clients. Ben maintenant, la question que je vais te poser, qui est la question vraiment qui est importante. Comment les gens vont te voir par rapport à ça? Parce que je t'explique. Tu sais, les gens qui nous regardent sur Instagram, ils vont voir Anthony. Demain, il parle de SaaS. Demain, il parle de e-com. Demain, il parle de
personal branding, content creation. Moi, c'est parce que ce que j'aime. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de la journée aussi, tu dois faire ce qui te plaît. Ouais. Moi, ça me plaît de parler de ça parce que les affaires que je fais tous les jours. Je fais du e-com, j'ai des boutiques en e-com, j'ai travaillé sur des SaaS, j'ai mon coaching à Community Academy, j'ai mon agence de création de contenu. En fait, c'est des trucs que je fais tous les jours. Ouais. Mais dans ta communication, si des fois tu partages tout ça, tu peux perdre les gens. Donc toi, comment tu le vois? Parce que quelqu'un qui va te suivre va dire, Justin, moi, je vois pour le moment ads. Je vois publicité, je vois 100%. comme ça. So là, maintenant, si je vois Justin qui me parle de comment faire du AI. C'est proche, mais comment toi, tu le vois ça? Ben, je pense quand même, ça dépend en fait, ça dépend c'est quoi ton but. Tu sais, je me dis, si tu veux rester en high ticket comme moi je le souhaite, je pense qu'il faut encore que tu sois assez niche dans ton message. Si je me mets à parler de trop de choses, je vais plus attirer mes clients high ticket, puis je vais être vu un peu plus généraliste. Ça va être difficile. Donc, personnellement, je reste ads parce que je sais que ads, c'est ce que les gens veulent. Puis je m'explique. Je pourrais me mettre à parler de système, je pourrais me mettre à parler de recrutement, je pourrais mettre... C'est plate. Les gens ne veulent pas entendre parler de ça. C'est intéressant, puis ils en ont besoin. Mais ça ne vend pas. Les gens veulent des leads, ils veulent des appels, ils veulent des ventes, ils veulent un meilleur closing rate, ils veulent un plus gros ROAS. C'est ce qui intéresse le monde en général. Fait que je me dis, c'est give people what they want, puis après ça, va livrer what they need. C'est un peu la méthode que j'ai toujours essayé d'approcher. Mais je l'utilise comme un hook dans le sens. Les ads, puis plus précisément Facebook ads, c'est mon hook. C'est ce que les gens veulent. Mais par la suite, dans le back-end, je vais aller offrir plusieurs autres choses qui vont venir aider l'entreprise en général. Très intéressant. Fait que, wow. Ouais. Là, tu viens de nous donner une grosse idée. Je pense que ce que je vais faire, c'est que mon YouTube principal, je le fais en français, mais voir peut-être avoir un YouTube lifestyle, mais just English. Because when you do lifestyle, you can speak English. We talk. Puis à la limite, tes vidéos que tu as en français, tu fais quelque chose. Puis avoir une chaîne peut-être plus vraiment francophone sur les affaires business, ça va voir. Mais je pense que plus tu touches du monde, plus c'est mieux. Tu vois? Parce que les gens qui font dans mon Instagram, qui regardent ce que je fais, je veux dire, il y en a qui sont à Dubaï, il y en a qui sont au Congo, il y en a qui sont au Mexique. Le contenu, c'est du contenu, tu vois. C'est ça, exact. OK, très intéressant. So, du coup, la question que j'allais te poser, si quelqu'un aujourd'hui nous écoute et veut rapidement, avec son business, avec les ads ou avec n'importe quoi, rapidement faire des résultats de 7 chiffres. What would you advise to someone? C'est quoi que tu donnerais comme conseil? Si maintenant quelqu'un nous écoute et dit, écoute, Anthony, on a écouté ton podcast, tu es avec Justin qui master les ads et autres, qui les offre et infopreneur e-com. Moi, je vais me lancer. Comment je fais pour le plus rapidement possible atteindre les 7 chiffres? Que ce soit e-commerce ou infopreneur, je vais précisément parler de ça, malgré le fait que j'ai fait plusieurs centaines de local business dans le passé. J'ai fait une vidéo hier de parler des leçons que j'ai eues cette année. Puis je te dirais que les 2 plus grosses leçons que j'ai d'un point de vue ads, c'est les 2 seules choses qui importent. Creatives, offer, produit. Fait en tant que tel, le 0 à 25-30K, je te dirais, par mois, c'est purement une question de produit puis d'offre. Je le vois avec certains clients, en fait, qu'on gère leur compte. Je peux lancer des publicités qui sont hyper simples, ou même de leur côté, ils vont lancer des publicités tout croche avant. C'est pas la bonne structure. En d'autres mots, c'est des pubs de merde. Puis, ils vont lancer ça, puis ils vont quand même être profitables parce que là, vend. Puis, c'est la même chose avec une entreprise e-commerce, par exemple. Le stress test simple que je dis à plusieurs gens, que ce soit en dropshipping ou peu importe, tu as un nouveau produit, fais un catalog ad qui, pour ceux qui savent, c'était une publicité où tu as le produit sur fond blanc, puis la pression, c'est même pas la publicité, c'est le produit en tant que tel, savoir si les gens veulent le produit. Puis, une fois que tu prouves qu'il y a une certaine demande, c'est simplement une question de copywriting puis creatives par la suite. Fait que moi, je reviens à dire 0, 25, 30K, c'est une question d'offre puis de produit. Par la suite, je te dirais, si j'y vais, essayer de le diviser en échelle, d'un 30 000 par mois à 50 000 par mois, c'est là que je pense qu'il faut que tu commences à élever un peu tous tes canaux publicitaires ou chaînes. Donc, tu as Facebook Ads, tu fais un petit peu de Google Ads, tu as ton organique, tu commences à vouloir improve ton site. Puis, une fois que tu trouves pas pire avec tous tes canaux puis toutes les composantes, on va dire, de ton entreprise, je reprends les mots de Alex Hormozy. When scaling, it's about doing more or better. Never new. Fait que c'est la même chose rendu là, de dire tout ce qui est nouveau, c'est ton 0 à 50K. 50K à 100K par mois qui va faire ton 500 000 par année à ton million va être simplement de faire plus de ce qui t'a rendu là. Et est-ce que tu recommandes d'avoir un media buyer donc quand tu fais les 0 à 30K ou c'est à partir du... Non. Moi, personnellement, je recommande de faire le tout seul. Tu vois, parce que les gens que tu es capable de payer, je vais donner un exemple. Les e-commerçants,
malgré le fait qu'ils ont des chiffres de revenus assez élevés, tout le monde sait qu'en termes de profit, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Les meilleures marques e-commerce ou dropshippers vont faire du 15 à 20 peut-être 25 net profit à la fin du mois. Fait que tu dis, quelqu'un qui fait du 50 000 par mois, par exemple, net profit, il va rester 5 à 10 000 par mois. Avec ça, il veut vivre, premièrement. Donc, on va garder, je te dirais, mettons un 5-6 000 par mois qui va se garder pour vivre. Ben, il va rester un 4 000 pour aller engager quelqu'un. Sérieusement, à 4 000, soit tu y vas avec une agence, soit tu y vas. Puis c'est pour ça que je te dis, moi, mes plus petits clients d'agence commencent à 50 000 par mois puis qui commencent à avoir l'argent pour aller engager une agence. Mais avant ça, c'est pas avec 2-3 000 par mois que tu es capable d'aller chercher un bon media buyer là, qui va vraiment être capable de prendre. Parce que tu as besoin de quelqu'un qui va faire tes pubs, qui va t'aider avec ton funnel, qui va t'aider avec l'aspect creative aussi. Tu as besoin d'un editor. Tu n'as pas besoin juste d'un media buyer. Fait que je dis, rendu là, fais-le toi-même. Fais-le toi-même. Aie le skill de le faire. C'est pour ça que j'ai du consulting maintenant, de dire, on va t'aider à le faire toi-même, tu vas être bon. Puis quand tu vas être plus profitable aussi. Puis la journée où tu vas avoir l'argent pour engager quelqu'un, tu vas avoir l'argent pour engager quelqu'un qui est top dans l'industrie, puis tu vas être capable de le vet. Aussi, tu vas être capable d'aller. Tu ne seras plus dans une position où, c'est quoi un bon media buyer? C'est qui qu'il faut que je choisisse pour mon entreprise? Tu le sais parce que. C'est tellement bon ce que tu dis. C'est-à-dire que toi, avec Ad Launch, ça s'appelle Ad Engine. C'est-à-dire que n'importe qui veut aujourd'hui faire du media buying, au lieu qu'on aille directement payer des media buyers, qu'on paye des grosses sommes. Ouais. Bon, on connaît les bases, mais avec toi, on va vraiment comprendre vraiment bien comment ça fonctionne, les ads. Exact. Parce que tu peux pas être un entrepreneur, tu dis que tu es un business d'infoproduits, puis tu connais, il y en a beaucoup, ils connaissent même pas les ads. Non. C'est-à-dire que le gars, quand il te parle, tu sais même pas de quoi il parle. C'est énorme. Dans l'aspect infopreneur, là, je te dirais, tu viens de toucher là-dessus, là, j'en vois énormément de gars qui sont bons pour un skill set spécifique, ce qu'ils vont monétiser, que ce soit l'e-commerce ou les ventes ou tout ça. Mais ads, ils connaissent rien. Puis tu regardes leur compte publicitaire, puis c'est toujours là que tu te fais comme, t'as même pas les bases. Là. Puis tu te fais fourrer par un media buyer qui va littéralement prendre ton argent. Écoute, j'en vois, là, ils se font charger des 5 à 10 000 par mois par quelqu'un qui fait presque rien sur leur compte. Là. Donc, anyways, ça pour dire, apprends-le. Et c'est vrai parce que on travaille avec un media buyer, au début, il n'y avait pas de rapport. Ouais. Et que c'est quand j'ai dit, gars, moi, je travaille avec les tops du top, je veux des rapports. Là, après, le gars a fait un sheet avec tous les rapports. Là, tu vois tout. Mais je dis, mais pourquoi dès le départ, tu n'as pas donné ça? Non, exact. Tu vois, c'est comme s'ils sont un peu, des fois, lazy. Il faut les pousser pour qu'ils donnent les... Parce qu'ils ils reçoivent leur paye tous les mois. Ben ça, puis c'est honnêtement, là, les media buyers, ils ont été gâtés puis choyés dans les dernières années. C'était de l'argent facile. Là. Sérieux, il y a tellement de gens qui connaissent pas les pubs. Puis c'était comme il y avait un gros skill gap, je te dirais, dans les dernières années où il fallait vraiment que tu connaisses. C'est que Ads Manager, je pense que c'est intimidant. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas ça, tu te dis, oh my God, il y a plein de boutons, il y a plein de settings, je sais pas quoi faire. Pixel, qu'est-ce que ça veut me dire? Tracking. Sérieux, quelqu'un qui passe quelques heures à l'apprendre, c'est pas très compliqué. Là. Puis c'est là que tu réalises que tu as beaucoup de, je vais dire le mot en anglais, le con artist, là, des gens qui, encore une fois, se disent media buyer, mais tout ce qu'ils connaissent, ils poussent des boutons. C'est tout ce qu'ils font. C'est pousser des boutons sur l'Ads Manager. C'est pas compliqué. Là. Donc, c'est pour ça que je dis, on est rendu beyond le point de media buying aujourd'hui. Là. Ça prend plus que ça. Là. Très, très intéressant. Donc, il faut attendre d'avoir un 50 000 et plus, tu penses, avant vraiment de prendre un media buyer parce que c'est vraiment un kit complet. Ouais. Ok, d'accord. Maintenant, j'ai posé quelques questions par rapport au e-commerce. Qu'est-ce que tu penses que ça va être les tendances dans les prochaines années par rapport au e-commerce? Écoute, tout ce qui a rapport avec le AI, c'est sûr que tout, là, je veux dire, en général, là, ce qui est les ads, le targeting est déjà en train d'être automatisé par les plateformes. D'un point de vue creative, je parle tantôt de Claude.ai, j'utilise beaucoup Perplexity AI, on utilise plein de modeling pour ce qui nous aider avec le copy, mais même chose pour ce qui nous aider avec, surtout les static ads en ce moment, on fait plein de générations d'images avec du AI, les voice-over pour les créateurs de contenu. Ça, c'est une grosse trend. Les marques e-commerce dans les 2 dernières années, surtout avec TikTok puis le short-form content, ont dû dépenser d'énormes sommes d'argent sur les créateurs de contenu, chose qui aujourd'hui, tu engages un créateur de contenu une fois, tu clones sa voix avec du AI, tu peux faire infini de variations avec cette pub-là, tu n'as plus jamais besoin d'aller engager ce créateur de contenu-là. Je pense que les marques vont être capables de sauver énormément d'argent dans les prochaines années grâce à l'intelligence artificielle. Puis l'autre que je vais mettre aussi, c'est le support client. Tu peux train maintenant un bot qui va être capable de texter avec les clients, de répondre à la majorité des issues qui se passent normalement, malgré le fait que c'était du travail avant qui n'était pas nécessairement du haut travail. Donc, les gens avaient,
que ce soit aux Philippines, en Inde, peu importe, il allait engager des gens pour un bateau horaire. Ça reste qu'ils peuvent éliminer ça aujourd'hui. Donc, moi, je dirais tout ce qui a rapport, j'essaierais d'implémenter le plus de AI possible dans mon brand. Ah ouais, parce que j'ai vu plein de ads maintenant qui se font. Tu n'as même plus besoin forcément même de montrer ton visage. Tu peux avoir des ads animés. Puis j'avais vu dans une des vidéos de Serge Gattari qui montrait que il avait fait un ads où on montrait sa face. Puis il avait fait un ads animated et le ad animated performait plus que le ads où on voyait sa face. On utilise le même gars, c'est mon editor qui... ouais, exact. C'est-à-dire, c'est... Anyways. Ah oui? J'ai fait ces mêmes vidéos-là l'été passé, puis je les ai faites de façon organique sur mon Instagram. N'importe qui va voir mon Instagram dans mes Reels peut scroll up puis va les voir. C'est la première fois que j'ai eu des Reels qui ont été plus qu'1 million de vues sur Instagram, puis c'était tous des Reels animés que j'ai même pas enregistrés. J'avais engagé quelqu'un qui, ce qu'il faisait, et allait voir mes vidéos YouTube. Sur YouTube, tu peux faire show transcript. Tu prends le transcript de mon vidéo YouTube. Il allait demander à GPT, c'est quoi, en fait, prends les concepts clés de cette vidéo-là, donne-moi des extraits de 30 secondes, puis fais-moi un script pour un short form content piece. Après ça, il y avait, grâce à mes vidéos YouTube, il avait enregistré mes vidéos. Il y avait train, dans le fond, 11 Labs avec ma voix. Puis, il avait juste donné le script que GPT lui avait donné au AI. Il a sorti un script complet dit dans ma voix. Puis après ça, un motion artist était juste capable de faire des motion graphics sur After Effects pour représenter visuellement ce que j'ai dit. J'ai rien fait à part la vidéo YouTube, puis tout a découlé de ça. Fait que tout ça pour dire, c'en est un autre exemple, ça. Fait que oui, je pense que les marques vont être capables de sauver énormément de coûts pour ça, mais pour les Américains aussi, bon, avec tout ce qui est les tariffs de Trump et tout ça, faire venir de Chine puis le dropshipping, ça va être plus compliqué également. Fait que, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a quelqu'un qui veut lancer sa marque de e-commerce, parce qu'on parle beaucoup de dropshipping, mais quelqu'un qui veut lancer sa marque de e-commerce, est-ce que c'est encore saturé ou c'est possible d'avoir une marque comme Samuel Owen Icon Amsterdam qui cartonne? Je sais pas si tu l'as vu là de ouais, 100%. Les Onuha Brothers avec Icon Amsterdam. Je connais très bien leurs gars qui font Facebook puis TikTok ads. Est-ce que c'est possible? Oui, mais je pense juste que le barrier to entry est le plus élevé que ça n'a jamais été aujourd'hui. Parce que c'est facile. En fait, je dis ça. C'est facile d'entrer dans le game, mais ce qui fait en sorte que la compétition est élevée, puis pour avoir du succès avec une marque, il faut que tu sois sharp. Je vois tellement de sites web qui sont pas optimisés, je vois tellement de brands Instagram qui sont juste délaissés. Le monde se fie qu'aux publicités. C'est quelque chose que j'ai dit dans ma vidéo récapitulative de 2024. Je suis comme, les meilleurs clients qu'on a eus, tantôt tu parlais du 10X, c'est parce qu'ils ont de l'organique aussi. C'est pas que paid ads. C'est que paid ads et organique ensemble fonctionnent. Mais si tu fais que du paid ads, c'est tough. C'est tough d'être profitable. Fait que de dire, faut vraiment être sharp sur tous les aspects de ton brand. Ouais, et j'ai remarqué la plupart que, même je parle dans le 1%, tout le monde se dirige vers l'organique. Et la plupart des infopreneurs qui cartonnent le plus, la majorité, il y en a même qui ne font même pas de paid ads. C'est juste du organique. Exact. J'en connais plusieurs là, c'est juste du organique. J'ai commencé les ads pour la première fois cette année pour ma propre entreprise. J'ai grandi 100% organiquement dans les dernières années qu'avec YouTube. C'est-à-dire, j'ai été capable d'avoir basically un 7-figure business 100% avec YouTube. Puis, je te le dis, je commence ads pour mon raisonnement derrière ça, c'est simplement avoir de la constance. Parce que je trouve que l'organique, c'est bon, mais l'organique, c'est que tu es aussi laissé un peu dans les vagues de l'algorithme. Ça se peut que tu aies plus de vues un certain mois, ça se peut que tu en aies moins. Tu parlais tantôt d'Antoine Blanco, c'en est un que récemment, je regarde ses vidéos puis qui est en baisse un peu, mais il est aussi en baisse de vues. Puis tu regardes, c'est comme, tu es laissé un peu aux vagues du marché quand tu es dans l'organique versus crack paid ads. Selon moi, c'est plus difficile que crack organique, mais une fois que tu le fais, tu es capable d'aller dormir le soir sur tes deux oreilles et de savoir que tu as une constance dans ton entreprise. Antoine, il disait que dans sa vidéo que tout était organiquement, il avait beaucoup, mais qu'il y avait une baisse, mais il ne fait pas beaucoup d'ads aussi, tu vois. Très peu. Mais c'est incroyable de faire autant d'argent sans ads. Il n'y a personne qui est capable de faire ça sans l'organique. Mes marques, là, en e-com, le metric, c'est du MER, le Marketing Efficiency Ratio, c'est Total Revenue divided by Total Ad Spend. Puis je te dirais, les meilleures marques vont faire du 4 à 5. Donc, de dire, on n'est pas dans du x10 comme des infopreneurs, mais quand même, ceux qui font du 4 à 5, c'est qu'ils se fient vraiment à l'organique. Tu parles des Onuha Brothers, par exemple, au scale auquel ils sont beaucoup plus paid ads qu'organiques. Parce que je trouve que ça dépend combien d'argent tu veux faire. Et là, faire pas beaucoup d'argent, je te dirais organique. Faire moyennement d'argent, je te dirais organique, ads. Faire beaucoup d'argent, donc multi-8, 9 figures, tu n'as pas le choix d'avoir du paid ads. Ouais, mais eux aussi, lui, parce que lui, il a le Icon Amsterdam, mais Samuel lui-même, il fait son infopreneuriat qu'il fait lui, il envoie du lourd sur...
Mais c'est un YouTuber, il prend beaucoup sur YouTube. Son lifestyle sur YouTube, c'est insane. Là. Ouais. Oh, ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, au contenu lifestyle? Parce qu'on avait un débat par rapport à ça. Ouais. Ici, Québec, lifestyle, oui ou non? Qu'est-ce que tu penses? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui apporte aussi les leads. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu es plus dans une école, je fais beaucoup de lifestyle pour emmener les personnes, ou tu es plus dans une école plus technique, plus expérimentée? C'est quoi ta vision? Ben, je pense que si tu as regardé mon Instagram et mon YouTube, j'ai très peu de lifestyle. J'ai très, très peu de lifestyle. Pourquoi? Personnellement, ça me cringe de montrer trop du lifestyle. Je me dis, c'est comme si j'avais besoin de prouver à quelqu'un une certaine image. Je me dis, écoute, est-ce que oui, des fois, il y a des gros voyages à Dubaï? Oui. Est-ce que des fois, c'est une montre, c'est une auto, c'est un peu importe? Oui. Mais écoute, on le sait en tant qu'entrepreneur, c'est pas day-to-day, là. Tu fais ça une fois à chaque quelques semaines ou quelques mois pour te récompenser ou peu importe. Je me dis, si j'avais à faire du lifestyle, personnellement, je sais pas si tu as vu la chaîne de Daniel Dallin. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Non, mais je vais la regarder. Ouais. Il fait des vlogs, c'est comme, les gens le connaissent comme Mr. POV. Là. Toutes ses thumbnails, ça dit POV dedans. Ouais. Puis, il fait des vlogs, il montre vraiment le behind the scenes de tout ce qu'il fait business-wise. Build in public. Ouais, build in public. Puis c'est long, les vidéos. C'est pas des courtes. Antoine Blanco, c'est un aussi qui fait ça maintenant. Ouais, j'aime beaucoup Antoine. Ouais. Puis c'est même ce que je suis en train de faire. Tu vois, pourquoi je filme tout le temps haute? C'est parce que je veux montrer ce qui se passe quand je fais mes podcasts, comme we build. Ouais. Sauf que je ne vais pas utiliser le nom build in public parce que je me suis dit, est-ce que ça va appartenir à quelqu'un spécifique ou c'est tout le monde? Parce que tout le monde, je pense qu'on peut. Donc je peux demain lancer un build in public. Bah ouais. Parce qu'au début, j'appelais ça Day in Life. Ouais. Mais Day in Life, c'est plus lifestyle. Mais au début, je voulais mettre build in public. Mais je me suis dit, si j'appelais ça build in public, est-ce qu'on ne va pas penser que j'ai copié telle personne? Mais en fait, non. Exact. Non. Moi, je pense que c'est là un peu que j'en ai lancé une vidéo comme ça il y a quelques semaines, puis j'ai quand même eu un bon retour par rapport à ça. Je me montrais littéralement faire des team calls, on me voyait faire des sales calls avec des clients potentiels, on me voyait analyser des pubs, puis le monde était comme, oh wow, j'ai jamais vu quelqu'un qui fait des ads comme toi qui montre vraiment le day-to-day, puis c'est comme, je préfère faire ça que tout le flex, puis le lifestyle, mais bon, on revient au point de vue, c'est quoi le modèle d'affaires de ces gens-là, Iman ou Samuel Onuah, par exemple, c'est de rentrer les gens dans un modèle. C'est de dire, Samuel Onuah a deux offres. Il y a le modèle plus de base, où il y a un cours un peu plus débutant, où les gens peuvent se lancer dans le dropshipping. Puis il y a aussi un programme plus mastermind, de genre, on va te scale parce que tu as déjà un e-com brand. Bien, c'est la même affaire avec Iman. Son objectif, c'est de rentrer les gens dans le modèle d'une agence. Fait que si tu t'adresses à des gens très débutants, ben, ce qui va vendre, c'est le lifestyle, parce que c'est ce qui les attire en tant que tel. Mais après ça, essaie d'aller vendre du high ticket à un CEO d'un Fortune 500 company ou whatever, puis tu lui dis, ah ouais, voici dans ma Lambo, whatever. Le gars fait comme, cool, j'en ai 3, là. Genre, je m'en fous, là. J'ai pas besoin que tu me montres ça, là. C'est comme, ça. Il s'en fout, là. Il s'en fout, ouais. C'est là que tu vois, il faut choisir en fait ton audience. C'est qui que tu vises. Est-ce que tu vises les personnes qui débutent ou est-ce que tu vises les personnes qui. C'est vrai que dans la high ticket, moi, je monte à des personnes comme on monte des systèmes. J'ai même pas besoin de. En fait, on discute. Mais en fait, il n'y a pas de webinaire. Ces gars, ils vont voir ce que je fais sur LinkedIn. Ils vont voir un peu ce que je fais. Ils vont me contacter ou mon équipe. C'est direct. Il n'y a pas de. Je regarde ta vidéo de. Ils peuvent regarder des vidéos YouTube. Mais c'est comme. Ils vont pas venir dans un webinaire, là. Tu comprends? Ouais. Ben, ce qui est drôle, c'est que plus que tu as de l'argent et plus que tu le montres, moins que tu attires des gens qui ont de l'argent. Non, c'est tellement vrai. Ouais. Parce que j'ai l'impression que le lifestyle, ça va attirer les personnes qui démarrent. Ouais, parce que le monde qui ont déjà cet argent-là et qui vivent déjà le même lifestyle que toi, ils aspirent pas à être toi, ils sont déjà toi. Fait qu'ils sont comme. Sont un peu blasés par ce qu'ils voient de ton côté. Là, fait. Moi je vais pas te mentir, j'aime beaucoup le lifestyle. Ouais. Et c'est un peu avec ce que j'avais commencé. Mais c'est vrai que depuis les dernières années, j'ai pris beaucoup de maturité et j'en fais. Mais le lifestyle que je fais, c'est plus. Je montre vraiment mon travail. Je suis pas là en train de... Et je pense que plus ça va évoluer... Je te donne un exemple. Si demain je suis en Lambo et autres, je vais pas faire une vidéo où je vais dire j'ai acheté ma Lambo. Je m'en fous. Ouais. Par contre, je vais faire une vidéo où je vais être là. Ok, aujourd'hui je suis avec Justin. On a fait un podcast. Demain je suis en train de travailler. Là, Justin, bon, on va aller au restaurant. Exact. Ok, bon là, on peut l'avoir quelques secondes parce qu'on va au resto. C'est ça. Mais c'est fait partie de ton day. Exact, tu l'inclus. Puis je pense que je vais appeler ça un subtle flex, là, dans un sens, c'est pas mal plus un gros flex, selon moi, que de le montrer dans le visage et de faire « regarde ça ». Là. Fait que, non, je suis d'accord. Puis, parce qu'en fin de la journée, si je veux montrer qu'on va au restaurant, t'es obligé de montrer, tu comprends? Ben oui. Mais c'est pas comme... Et moi, par exemple, moi, si je veux pousser un peu plus, si je dois faire beaucoup de lifestyle maintenant aussi un peu plus, au lieu que de montrer tout ce luxe, je vais plutôt montrer, par exemple, si demain je déménage à Miami ou si demain j'achète un appartement à Dubaï ou peu importe, pourquoi pas montrer aux gens, regarde,
je me suis expatrié à tel endroit, j'ai travaillé fort, j'ai fait un premier investissement immobilier pour te motiver, tu comprends? C'est plus des trucs qui sont comme, je peux pousser quelqu'un à aller investir dans l'immobilier 100%. que d'aller acheter une Lamborghini, tu comprends? Ouais, non, je suis d'accord. Mais je pense que ça vient... Personnellement, moi, si je regarde ma courbe entrepreneuriale, j'ai comme eu un besoin de faire sortir le méchant là, quand j'ai commencé. Donc, de dire, quand j'ai commencé à faire de l'argent, j'ai eu besoin d'acheter la Rolex, d'acheter une nouvelle auto, de voyager, de Louis Vuitton, de ci. C'était comme, je voyais tout le monde qui faisait ça, puis je me disais, ah, moi aussi, il faut que je le fasse. Mais une fois que tu as passé cette phase-là, tu le fais, puis là, tu te dis, bah, OK, been there, done that, je peux encore le refaire si je veux. Ça impressionne plus. Non, exact. Ça impressionne plus personne. En fait, je pense que j'avais besoin de m'impressionner moi-même, initialement, de me faire comprendre que j'étais devenu cette personne-là. Puis, une fois que j'ai internalisé le tout, puis, ben, c'est parce que tu as new money, puis tu as I've been making money for a while. Puis, c'est deux choses différentes. Quand tu commences à le faire, tu te dis, oh my God, je me sens pas encore comme cette personne-là, je me sens pas en confiance. Puis, tu as besoin de. Ouais. En tout cas, je parle pour moi, mais j'avais besoin, je pense, d'ancrage visuel qui me rappelait que je commençais à progresser dans ma journée entrepreneuriale. En fait, c'est pour tous. Comme les équipements. Moi, je suis un fan de Apple et tout. Je rêvais d'avoir le Apple XDR, la Clip 8000, je l'ai eu. Exact. Je rêvais d'avoir une grande caméra. C'est ça. J'en ai eu 5. Ouais. Là, maintenant, quand je suis arrivé là, dans mon studio, j'avais eu beaucoup d'équipements. Puis aujourd'hui, quand je regarde les équipements, tu sais, je suis devenu humble, hein, très modeste. Hein, dans le sens, c'est que je pourrais m'acheter une grosse caméra. Je vais aller m'acheter la FX30. Je vais pas aller m'acheter. Parce que j'ai compris que c'est pas seulement d'acheter le plus cher ou le plus. Il faut vraiment acheter ce que tu as besoin. Exact. Tu comprends? Là, je suis devenu. Les gens me disent, bon, mais oui, j'ai changé. Je suis devenu plus comme. Je pense que c'est parce qu'à un moment donné, tu veux. Mais quand tu les as, moi, ça m'impressionne plus. Hein. Non. Ça, je te dis. Et là, c'est ça qui est important. Quand tu es une personne qui s'expatrie, admettons, à Dubaï, au Panama, au Mexique ou peu importe, et que tu es comme un nouveau riche, tu vas vouloir impress. C'est là que tu vas burn. Mais quand tu es un mec qui a déjà fait de l'argent et que tu t'expatries et que tu as une famille, je suis pas là pour impress. Hein. Moi, je suis là pour développer mon business. Exact. Et c'est une autre philosophie. C'est pour ça que tous ceux que j'ai vus qui sont partis, qui sont expatriés par exemple, mais qui avaient déjà le mindset, ils ont déjà fait de l'argent, ils win mais next level. Parce que je suis pas là à perdre mon temps là. Je sais déjà, je connais tout ça là, sortir et tout. On l'a fait. Mais j'encourage tout le monde à le faire. Moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Je me dis, tu viens de toucher à l'argent, puis tu sens un certain besoin de vivre cette vie-là. Vis-la. Puis vis-la à fond, fais-le rapidement. Parce que plus que tu attends, j'ai l'impression, plus ça va build up. Puis plus tu vas avoir continuellement l'impression que tu travailles pour les mauvaises raisons ou du moins que tu as besoin d'impressionner. Fais-le. Tu as fait 50 000 de profit. C'est la première fois que tu touches à ça. Blow 50 000. Va acheter tout ce que tu veux. Puis fais-le là. Après ça, tu vas réaliser avec du recul, OK, c'est bon, je l'ai sorti du système, là, puis je peux vraiment faire mon business pour les bonnes raisons après. Fait c'est ça. Parce que toutes les personnes qui ont vraiment des sous, on n'a pas besoin de montrer, gars. Non. Pourquoi je vais te montrer quoi? Il n'a pas besoin de montrer. Non. Si tu montres, c'est que... Après, il y a un truc aussi, c'est qu'on aime toujours ce côté, tu sais, faire du contenu et tout. Mais j'ai l'impression qu'au niveau du contenu même, j'ai envie de passer à un autre niveau. Je pense que des fois, tu peux faire du contenu, c'est pas seulement juste montrer du matériel, c'est que ton contenu peut tellement être travaillé, créatif. C'est dans l'aspect... Je regardais il y a pas longtemps une vidéo YouTube, j'étais dans mon bureau, on la voyait, j'avais filmé ça avec la Red. Dans mon bureau, mon Omnia Space. Il n'y avait pas de lambeau et tout, mais c'était tellement beau. C'était créatif. Ça, c'est beaucoup plus puissant. Et c'est pour ça que là, même au niveau du contenu, j'attends juste de bien m'installer, voir où je vais faire mon prochain studio. Parce que pour moi, c'est important d'avoir mon studio. C'est trop important parce que j'ai toujours eu des studios. Là, aujourd'hui, je vais dans différents studios. Mais je pense que quand j'avais mon studio, c'était mieux. Parce que tu as comme tu as dit, comme Iman, tu as ton équipe qui est là, tu as tes affaires et autres. Et en termes de contenu, tu peux passer à un autre niveau. Tu vois, les gens oublient le personal branding. Ils oublient le branding part de dire personal shirt, tu montes ta vie, tu montes ton lifestyle, mais branding, c'est quoi la marque que tu essaies de créer? Tu parles d'image, tu parles de direction artistique. Je pense que ça, c'est quelque chose que peu de gens ont. Puis c'est une intention qui manque dans la création de contenu. Il y a très peu de personnes, je trouve, qui le font bien. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, et je vais te dire, ça c'est important ce que je vais dire, je regardais mes vidéos YouTube et je regardais un peu ce qui se passe. Il y a 2-3 ans, j'utilisais la Red pour faire mes vidéos. Et je suis retourné et je te jure que les vidéos que je faisais il y a 2-3 ans, que je faisais avec la Red, vous pouvez regarder Personal Branding, Antonio Menia, ou celle où je parle de l'équipe. C'était comme Netflix, gars. C'était d'un niveau. Et je me suis dit, mais attends, pourquoi j'ai arrêté de faire ça? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pond du contenu sur YouTube et autres, mais je préfère aujourd'hui maintenant prendre le temps de faire. Parce que c'est sûr que tu dois avoir du volume. C'est bon. Mais d'un autre côté, je me dis, au lieu d'avoir par exemple 2 à 3 vidéos YouTube par semaine qui sont faites assez rapidement, pourquoi pas avoir une par semaine, mais qui est de qualité?
Moi, je trouve que YouTube, le gap commence vraiment à devenir de plus en plus grand. Puis je te dirais, le milieu n'est pas où ce que tu veux être. Soit tu y vas top production quality, tu investis l'argent pour avoir les bonnes caméras et tout ça, parce que le monde va te regarder et ils vont faire « fuck, c'est bon ». Puis ça aussi, c'est un subtle flag, j'ai l'impression, qui, moi, a très bien marché. Quand j'ai changé ma caméra, mon setup et mon environnement, tout le monde a commencé à me dire « wow ». La question que tout le monde te pose, c'est quoi la caméra? Je dis, la caméra, ça s'en fout. Là. Sérieusement, c'est plus une game d'éclairage, selon moi, que de caméra. Là. Tu peux avoir un iPhone, mais l'éclairage est plus important. Mais tout ça pour dire, soit tu y vas all-in avec ça, ou vas-y avec ton iPhone selfie style. Mais moi, c'est les gens qui s'achètent une petite caméra, puis essaient un petit peu de faire un setup. Tu fais comme, tout le monde a ça maintenant. Tout le monde a une webcam qui a de l'allure. Tout le monde a une petite lumière en arrière. Tout le monde c'est comme, tu veux plus, là, soit tu y vas raw, vraiment, là, comme off the cuff, je viens de sortir mon téléphone, puis comme j'ai mes cheveux qui sont pas faits, puis ça a l'air scrappy, mon contenu, ou tu y vas top production quality. Ouais. Et important à comprendre dans le contenu, c'est, comme il a dit, il y a l'éclairage, il y a aussi le editing et la stratégie. Parce que vraiment. Tu peux avoir vraiment beaucoup de vidéos que tu fais, mais souvent les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils se concentrent sur la fin, alors que les plus importants, c'est les 30 premières secondes. Tu dois mettre le paquet sur l'intro. Moi, mon trailer de Ad Architect, qui est le programme que j'ai release avec Iman, c'est une des pièces de contenu que je suis le plus fier, sérieusement. Puis c'est là que j'ai réalisé tout ce qui me manque, c'est un editor, puis le matériel que ces gars-là ont, parce qu'ils ont les Red Camera, puis de dire, c'est moi qui ai trouvé tout le matériel pour le programme, qui a trouvé le nom, qui a trouvé tout le script pour le trailer en tant que tel. Donc, je suis comme, ces idées-là sont venues de moi, mais avoir l'équipe derrière moi qui avait l'équipement et le editing, ça a fait passer mon storyline de ça à ça. J'aurais jamais été capable de faire ça tout seul. C'est un autre niveau. C'est pour ça que moi, là, en ce moment, en termes de contenu, je fais un peu avec ce que je suis en train de faire, mais je suis en train de me build up bientôt à un autre studio. Puis pour 2025, 2026, 2027, peu importe les gens qui vont regarder la vidéo actuellement, je vais vraiment travailler le contenu pour aller à un autre niveau. Puis certains vont dire que c'est la quantité qui compte, mais moi, j'ai essayé la quantité et j'ai vu que je pense que c'est mieux d'avoir peut-être 1 ou 2 vidéos par semaine, mais qui sont vraiment de qualité. La preuve, j'ai un podcast, le 1%, et j'ai pas tant de vidéos que ça. J'ai pas comme certains qui font comme 3 vidéos par semaine, mais les vidéos que j'ai, elles sont tellement de qualité que comme mon podcast, c'est un des meilleurs podcasts au niveau de qualité, au niveau contenu, c'est un des top francophones. J'ai pas 50 vidéos là, mais là, ça commence. Là, regarde, en même pas 2 semaines, j'ai fait 17 vidéos de podcast. Je suis un fou. C'est crazy. T'as une demi-année quasiment de contenu, là. Mais par contre, tous les gens que j'ai emmenés, c'est que des tops et j'ai pris le temps. C'est ça, en fait. Mais chaque podcast, c'est de qualité. Donc, c'est à toi de choisir. Est-ce que tu veux aller dans le volume et faire plein de contenu? J'en vois qui font des podcasts. Bon, des fois, tu fais des webcoms, t'as pas le choix. Maintenant, qui font comme des podcasts, c'est comme chaque semaine, ils parlent de tout, c'est pas structuré. Soit tu vas vers ça, c'est bon aussi. Ou soit tu vas plus quelque chose de plus conservateur, mais de qualité. Mais quand les gens t'écoutent, il n'y a pas une fois où sur un podcast, qu'il n'y a pas une vidéo qui pète sur TikTok qui va pas plus que 500 000 views, ou qu'il y a des gens qui me contactent, oh my god, le podcast c'était wow. C'est parce que je prends le temps de faire la qualité. C'est toi qui dois choisir en fait ce que tu veux. 100%. Non, je suis d'accord. Dernière question, Justin. C'est où qu'on peut te retrouver si on veut travailler avec toi, que ce soit dans le media buying, si on veut apprendre de toi, si on veut tes services, comment on te retrouve et autres? 100%. Vous pouvez googler Justin Lalonde. Vous allez trouver la majorité de mes réseaux sociaux. Mes hâtes sur toutes les plateformes, c'est Justin Lalonde sans le i dans Justin. Ceci étant dit, sinon, notre site web paidadvertising.com pour voir nos offres. Et c'est pas mal ça. Merci, Justin, pour ce fabuleux podcast. Merci pour l'invitation. C'est vraiment, tu as partagé beaucoup de knowledge, beaucoup de bons conseils et autres. Et même avant de finir, quelqu'un, un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui, c'est quoi que tu dirais à un entrepreneur comme conseil s'il veut réussir comme toi, par exemple? Bonne question. Honnêtement, hier, on me parlait justement, quelqu'un me parlait de procrastination, puis il me disait, je deal avec ça, qu'est-ce que je fais? Je dirais, c'est la constance. Sérieusement, je pense que je fais du 6 à 7 jours par semaine depuis des années. Puis je dis pas ça pour faire grind mentality, mais sérieusement, il y a du travail à mettre. Puis, tant aussi longtemps que tu es constant, puis que tu as un feedback loop, puis, parce que là, la chose aussi, tu peux être constant, puis t'en aller constamment vers la mauvaise direction. Tant que tu as un feedback loop vers la direction que tu t'en vas, there's no way you won't succeed. Super, merci pour le conseil. Petit cadeau, mon livre Faire la différence. Cool. Je l'offre à tous mes top entrepreneurs. Maintenant, c'est un livre que j'ai créé sur mon parcours, en fait, quand je me suis expatrié au Québec pour vraiment montrer que tu peux partir de rien et réussir à faire quelque chose. En tout cas, j'ai hâte que le podcast y sorte, puis on se voit très bientôt, Justin. Vraiment. All right, thanks. Merci.